Let's go, bienvenue à tous. Je suis avec mon acolyte Adams. On est là aujourd'hui pour vous parler de qu'est-ce qui fait que certains founders de start-up arrivent à passer les 12 premiers mois, arrivent à survivre. C'est une minorité. On pense qu'on n'est pas mauvais chez The Quest pour ça. On a un taux de mort de start-up assez bas parce qu'on a une vraie culture de la gagne et de la résilience. Mais il y a beaucoup d'autres choses dont on va vous parler. Une dizaine de points. Let's go. Bon, première chose qui est le socle, le fondamental qu'on a remarqué chez The Quest et nous, on l'évalue au moment des candidatures à The Quest, c'est que ceux qui survivent sont en général ceux qui ont un why. Un why, c'est quoi? Il y en a qui disent un drive, il y en a qui disent une mission. En fait, c'est soit être tellement attaché à un problème qu'on veut résoudre, à un sujet, un marché, une industrie. On aime une certaine industrie, un certain sujet qu'on est prêt à défricher de 10 ans, même si c'est dur. On peut avoir un why, un drive sur ses cofondateurs. On veut à tout prix faire quelque chose avec eux. Mais ceux qui ont un de ces drives-là survivent plus longtemps que les autres. Pour une raison simple, c'est que qu'ils aient des échecs ou des réussites au quotidien, ils ont envie de continuer parce que ce qui les fait kiffer, c'est le chemin, c'est le faire. Et ils n'ont pas besoin de beaucoup de petites victoires. Et tous ceux qu'on a vus qui n'avaient pas de why, en fait, qui, on va dire, travailler sur une startup parce que c'était hype, parce que en ce moment c'est bien vu, etc. En fait, ils meurent dans les 12 premiers mois. Ouais, ils meurent dans les 12 premiers mois ou ils s'arrêtent. L'expression qu'on aime souvent donner, c'est est-ce que si on n'y va pas avec eux, ils y vont quand même. Et généralement, ceux pour lesquels on a un doute, comme on dit souvent, quand on a un doute, il n'y a pas de doute. Ceux pour lesquels on a un doute, ils avancent pas. Et ceux qui ont vraiment une mission, qui ont quelque chose d'un peu plus grand, qui les dépasse, c'est ça qui les permet de les mettre dans les bonnes conditions pour qu'ils démarrent et surtout qu'ils puissent aller au bout de ces 12 premiers mois. Ouais, deux bons exemples à ça. Je pense que pour le premier, c'est un entrepreneur qui s'appelle Romain Courtois, avec qui on travaille depuis une dizaine de mois, qui a développé un dev tool qui s'appelle Git-Ingest. En fait, Romain, quand il postule à The Quest, il a une quête qui est à la fois très claire, mais pas vraiment définie. Il nous dit je veux développer des dev tools pour améliorer l'expérience des développeurs au quotidien. Et de préférence, je veux qu'ils dev dans le cloud. Il avait cet objectif, mais il ne savait pas comment l'atteindre. On a d'abord trouvé Git-Ingest, qui était un dev tool très intéressant sur lequel on a une vraie croissance internationale. Après, la sauce est un peu redescendue et surtout, on ne savait pas trop comment faire évoluer le produit pour en capter beaucoup de valeur. Et Romain, il est revenu avec Pad, qui là est en train d'exploser, qui a beaucoup plus grande vision. Et en fait, Romain, là où on n'était pas inquiet, c'était qu'à partir du moment où il avait postulé en disant « Moi, je veux dédier ma vie et les 10 prochaines années à créer des outils pour améliorer l'expérience de dev pour les développeurs », à ce genre de quête, tu peux prendre des murs, tu peux avoir des difficultés. À la fin, tu sais que tu peux te lever tous les matins et travailler sur ce sujet-là. Ça, c'est un drive fort qu'il a eu, je trouve. Et c'est ce qui fait que ça fait 2 bangers en 10 mois. C'est clair, c'est pas nous qui lui avons développé ce why-là. Et c'est très important ce que tu dis. Il a une zone d'idée qui était vraiment précise. Je veux améliorer l'expérience de dev. Il n'est pas venu nous voir avec une idée extrêmement précise de ce qu'il voulait faire. Il était vraiment drivé, j'ai envie de dire, par l'arrivée, plutôt que exactement le chemin par lequel il allait arriver. Et ça fait partie des erreurs sur lesquelles on reviendra peut-être. Venir nous voir en disant j'ai eu cette idée-là et c'est absolument ça que je veux faire. Souvent, ça engendre des erreurs et ça engendre des abandons. Alors que se dire ok, c'est la direction dans laquelle je veux aller, c'est souvent beaucoup plus simple. Ça laisse un champ des possibles qui est beaucoup plus large. Et ça aussi, ça permet d'éviter de tomber un peu amoureux de son idée et se dire au bout de 6 mois, quand ça n'a pas marché, ah bah mince, mon idée n'a pas fonctionné, donc je m'arrête là. C'est un peu pour ça qu'on a appelé la boîte The Quest. Hein. On trouve que avoir une quête à 10, 20 ans, ça donne beaucoup plus de force que juste être tombé amoureux d'une idée. Or, elle se prend le mur de la réalité. Les gens n'aiment pas votre idée, ils veulent pas l'acheter. Et après, vous savez plus quoi faire. Tomber amoureux d'un problème, vouloir le résoudre et que ça prenne 10, 20 ans, en fait, ça rend très résilient. Ça, c'est le premier exemple, Git-Ingest Pad avec Romain, sur lequel on s'est dit, il a une grinta, il va réussir, il va finir par réussir. Il a une bonne quête, en fait. Et nous, je pense, The Quest, je pense que s'il y a un truc qui nous a fait survivre ces 5 dernières années, malgré qu'on ait un modèle économique de merde, c'est qu'on avait envie de gagner ensemble. Nous, pour le coup, on est tombé amoureux de notre équipage, les cofondateurs, Medoun, Camille, on se kiffe entre nous, on sait qu'on veut réussir ensemble et qu'on veut travailler ensemble. Et ça nous a donné beaucoup de force pour se dire, OK, allez, on pousse une année de plus, on pousse une année de plus, on pousse une année de plus. Et parfois, tomber amoureux de ses cofondateurs, ça donne un supplément d'âme qui t'oblige à ne pas perdre. Je pense que nous, on a un bon exemple de ça, de se dire en fait, j'ai trouvé mon crew avec qui je kiffe travailler. La forme de sur quoi on travaille, elle va évoluer, il y aura des pivots, mais
on veut le faire ensemble. Et c'est ce que tu dis, hein, on se sent au final assez rapidement redevable auprès de son crew. Redevable en termes d'intensité, en termes d'élévation de son niveau, en termes d'ambition. C'est vraiment, et c'est aussi pour ça au final qu'on a monté ça comme ça et qu'on a vécu ensemble pendant plusieurs années, c'est pour que tout le monde soit vraiment aligné sur la vision et ait le même niveau. Donc nous, c'est ce qui nous a drivé. Et aussi, il faut le dire quand même, côté The Quest, cette mission, j'ai envie de dire, autour de l'éducation. On a tous des parcours éducatifs un petit peu différents, mais quand on creuse, on a tous un sujet autour de l'éducation. On avait un why assez commun. Exactement. Toi, dans ta famille, voilà, on a ta mère est éducate et prof dans les écoles. Effectivement, ta grand-mère aussi. Moi, j'ai toujours trouvé qu'à l'école, il y avait quelque chose qui était un petit peu problématique sur le fait que on nous apprend des choses qui vont pas forcément nous servir dans la vie. Bon, je vais pas parler du parcours éducatif de Robin, mais il était un petit peu dans ces mêmes considérations-là. On avait quelque chose, une mission autour de l'éducation. Et je pense aussi, si je prends l'exemple de Pierre, que si on faisait pas The Quest, il serait prof lui-même pour essayer d'apporter sa pierre à l'édifice. Et Jules aussi, qui était pas heureux à l'école et qui a arrêté assez vite. Ouais, non, c'est vrai. Il y avait un why sur la mission, le problème à résoudre, et il y avait un drive sur l'équipe de vouloir réussir ensemble. Donc, il y a un côté un peu crew-clan qu'il faut créer, et donc, c'est peut-être le conseil. Embarquer, attirer à vous d'abord, et puis embarquer dans l'aventure des personnes que vous admirez humainement et professionnellement. Si vous faites ça, vous allez vouloir vous battre pour eux, eux vont vouloir se battre pour vous et tout le monde va donner un supplément d'âme qui va vous permettre de survivre en fait. Point suivant qui nous paraît intéressant, sur les 12 premiers mois de vie de sa startup, Just Don't Die. Souvent, les jeunes entrepreneurs, ils viennent nous voir avec des idéaux en nous disant « je veux faire ci, je veux faire ça », alors que les 12 premiers mois, le seul et unique objectif, c'est de survivre, s'adapter en permanence pour essayer de se dire « ok, qu'est-ce qui va me faire tenir une semaine de plus, un mois de plus, 6 mois de plus ?» Et nous, on pense que c'est vraiment ça l'important, c'est sur ça qu'il faut se concentrer. Pour faire ça, il ne faut pas hésiter de temps en temps à prendre un pas de recul, à pivoter. Nous, on fait pivoter 1 fois, 2 fois, parfois même 3 fois les entrepreneurs qu'on commence à accompagner. C'est quelque chose, on sent qu'il faut vraiment le déconstruire au début. Réussir à se dire les 12 premiers mois, l'objectif, c'est pas de décrocher la lune, c'est vraiment juste de survivre. Ça permet aussi, je pense, de se mettre un petit peu moins la pression et de se dire, bon, aujourd'hui, je démarre, je ne sais pas exactement où je vais, j'ai juste une direction. Et je pense que ça permet d'être un peu plus performant quand on a ce niveau de recul sur les objectifs qu'on doit atteindre sur les 12 premiers mois. Mais tu veux dire quoi par Just Don't Die? Tu veux dire ne pas se mettre la pression en ne visant pas la lune, ou tu veux dire chercher un peu toutes les semaines des mini-victoires qui te donnent de la force pour la semaine d'après et pas juste se dire, OK, dans 12 mois, je dois lever des fonds, ce qui est un objectif beaucoup trop lointain, mais plutôt chercher des petites victoires. Ouais, c'est plutôt ça. C'est plutôt ça, chercher des petites victoires, en fait, vraiment régulièrement. On appelle ça parfois les small bets. C'est un petit peu, comme je dis, comment est-ce que je vais aller chercher la petite victoire qui va me faire tenir une semaine de plus? OK, bon, bah, cette semaine, je dois, au début, je démarre tranquillement, je dois valider la mission que je veux remplir avec ma société. La semaine d'après, c'est je veux tester ce message-là auprès de 10 personnes. La semaine d'après, OK, j'ai besoin d'un cofondateur, je dois parler avec 10 cofondateurs potentiels. Essayez vraiment de trouver la chose qui va vous faire tenir moralement. Et après, peut-être d'un point de vue financier, parce que nous, on accompagne les entrepreneurs avec une bourse, on les invite vraiment à vivre de façon frugale. Ça veut dire, cramez pas tout votre cash, essayez vraiment de vivre, comme je le dis souvent, dans la contrainte. Ça va aussi vous aider à développer un petit peu de créativité et aller chercher régulièrement ces petites victoires qui vont vous faire tenir un petit peu plus. Ça me fait penser à 2 concepts américains historiques des startups. Le premier, c'est ramen profitable. Parce qu'en fait, si tu arrives à nourrir chaque personne de ton équipe avec un ramen, ce qui coûte, c'est pas très cher comme plat, en fait, tu t'es quasi invincible. Tu peux tenir très longtemps à jouer à ton jeu et itérer, à pivoter, etc. Et le deuxième, ce que tu dis au final, au début, chercher une victoire par semaine, définir sa mission, puis après, avoir parlé à 10 clients potentiels, et la semaine d'après, etc. Au final, ça t'amène très vite, une fois que tu as fait ça pendant quelques semaines, à avoir un produit qui rencontre son marché ou qui commence à le rencontrer et à chercher ce qui est l'état de l'art des startups, c'est le 7% de croissance à la semaine. Si tu arrives juste à avoir 7% de croissance à la semaine, ce qui est pas beaucoup sur une semaine, mais à tenir toutes les semaines, c'est ce qui donne cette exponentielle, cette forme de scalabilité, cette asymptote en fait dans la courbe. Et ça, c'est vrai que alors c'est très très dur à faire, mais ça donne beaucoup de force. Beaucoup de force, ouais. Beaucoup de force. Donc chercher des victoires à la semaine, ouais. Peut-être un autre point qui est lié. Et je trouve que ça se perd et on l'apprend pas en école, ni école de co, ni ingé, ni université, alors que c'est vraiment l'essence même de l'entrepreneuriat. C'est parler le plus possible, avec la plus grande fréquence et avec la plus grande intensité à sa clientèle potentielle. Ce que vous avez appris à l'école, c'est que on vous donne un problème et vous devez le résoudre dans votre tête
avec une thèse, antithèse, synthèse dans l'idéal. Donc c'est un jeu intellectuel. Alors l'entrepreneuriat, c'est un jeu d'idiot, c'est un jeu de bourrin et d'aller parler à ses clients potentiels pour que le marché, votre offre et votre demande se rencontrent, le fameux product market fit. Et nous, on le voit, ceux qui réussissent le plus vite possible, on prenait l'exemple de Romain, on peut prendre l'exemple de Cray Cray qui ont fait une super app pour les couples. Théo et Romain de Cray Cray et Pad, ils ont un groupe WhatsApp très rapidement, ils ont créé un groupe WhatsApp avec 20 clients potentiels qu'ils ont mis dedans et qu'ils ont convaincus de leur donner des feedbacks tous les jours. Et ces clients potentiels, ils leur posaient des questions. Ils voulaient tout comprendre d'eux. Ils voulaient comprendre leur psychologie, ils voulaient comprendre leurs habitudes au quotidien, ils voulaient comprendre leur trauma d'enfance, et ils voulaient les comprendre granulairement de façon à, avec leur feedback, améliorer leurs produits. Et uniquement sur leur feedback, pas sur les suppositions qu'ils faisaient dans leur tête. Et en fait, très basiquement, on peut avoir un QI très faible et gagner en entrepreneuriat juste en se disant je parle à mes clients potentiels, et en fait, ils vont finir par me donner des insights. Si je les écoute bien, je vais créer le produit dont ils ont besoin. Et d'un point de vue plus théorique, si tu réfléchis, un marché, ça récompense le fait qu'un entrepreneur ait réussi à détecter, à déceler un besoin que les clients avaient mais n'arrivaient pas à exprimer avant tout le monde. Ça, c'est la partie théorique de ce que récompense un marché. Donc, votre rôle en tant qu'entrepreneur, c'est d'interviewer des clients potentiels en permanence avec intensité, dans le réel, via un groupe WhatsApp, etc., de façon à ce que vous captiez un besoin qu'ils ont mais qu'ils n'arrivent pas à exprimer avant tout le monde. Ouais, c'est hyper important parce que je pense que c'est hyper dur ce que tu viens d'expliquer à entendre et à faire pour beaucoup d'entrepreneurs tech. On peut être un petit peu timide, un petit peu introverti, et il y a des exercices pour passer au-delà de ça, mais c'est hyper important. Honnêtement, aujourd'hui, c'est un vrai red flag quand quelqu'un vient nous voir en nous disant « Écoutez, ça fait 6 mois que je réfléchis à mon idée dans ma chambre, ça fait 6 mois que je travaille dessus. » Et qu'on pose, parce que c'est souvent la première question qui arrive, « Ah ok, mais en 6 mois, avec combien de personnes t'as parlé ?» Bah non, mais j'attends le bon moment pour me lancer. Il n'y a rien de pire. Construire votre produit avec vos clients potentiels, c'est ce qui va vous permettre de réussir. Parce que le jour où vous allez faire un hard launch ou quelque chose qui sera un peu plus costaud, vous aurez déjà eu des retours vraiment pertinents des personnes à qui vous allez essayer de les vendre. Et si vous ne savez pas exactement comment faire, il y a plein de façons de le faire. Maxime, il l'a dit, on peut faire des groupes WhatsApp, vous pouvez faire des boucles mail, vous pouvez ajouter des gens sur un groupe Discord, vous pouvez commencer à ouvrir des threads sur Reddit, sur Twitter. Il n'y a pas de façon vraiment conventionnelle de faire cette chose-là. Si vous avez du mal à parler avec des gens en direct, on ne vous demande pas de les appeler ou de les réunir dans une pièce. Trouvez ce qui va fonctionner pour vous, trouvez ce qui va faire que vous allez avoir vos 10, 100 ou 1000 premiers fans, et vous verrez qu'au moment où vous allez vraiment vous ouvrir au public, vous aurez un produit qui sera déjà bien plus costaud que si vous ne l'aviez pas fait, vous l'aviez travaillé seul dans votre chambre. Oui. Pour reprendre ce que disait Joël hier, je pense même aller encore plus loin. C'est encore plus désagréable, donc ça va, de façon logique, créer plus de valeur. Visez un café ou un Starbucks, attendez que rentre le persona dont vous pensez que c'est votre persona cible. Ça peut être une femme de 30 ans, ça peut être un Gen Z, ça peut être, je sais pas, un garçon de 50 ans. Attendez de voir que ce persona rentre dans le café et dites-lui, je te paye ton café, mais s'il te plaît, il faut que je te montre mon produit que j'ai développé et je te laisse l'essayer devant moi parce que je veux voir comment tu l'utilises. Ou alors, je veux que tu me le roastes, je veux que tu me le défonces. Et alors, il y a des groupes Discord, il y a des groupes WhatsApp, tu peux essayer de bâtir ton... Tu vas aussi le faire sur le terrain. Ouais, tu peux encore plus parce que les inconnus ne vont pas te mentir. C'est clair. Aucun inconnu ne va pas te mentir. Donc je pense, ouais, encore plus. Alors, nous, c'est un exercice qu'on a fait quelques fois. C'est les envoyer dans la rue et aller pitcher leur idée à des inconnus. Parce qu'en fait, un inconnu, il a aucun intérêt d'être poli avec toi. S'il ne comprend pas ton idée, il va te le faire savoir. Il va te dire, j'ai pas compris, j'ai pas envie d'acheter. Alors que si ça l'intéresse, dis ouais, vas-y, ok, dis-moi, donne-moi ton contact. Et dans l'idéal, essayez d'aller les voir avec quelque chose. Et quand on dit quelque chose, c'est bien, on peut aller les voir avec une idée, mais si vous avez ne serait-ce qu'une esquisse, un croquis, quelque chose qu'on peut tester, aujourd'hui on a pas mal de moyens, que ce soit avec Canva ou Figma, d'avoir quelque chose qui se crée assez facilement. Essayez d'aller les voir avec un produit qui a déjà une certaine gueule, ou en tout cas qu'on peut un minimum tester. C'est à ce moment-là que vous aurez les retours les plus vrais, les plus réels. Et encaisser de l'argent. Troisième conseil du coup. Les gens, et encore plus les Français, sont polis et mentent. Et c'est cool que ça se passe comme ça en soirée. Mais par contre, vous êtes un entrepreneur. Vous voulez pas qu'ils vous mentent. Vous voulez pas que le marché vous mente. Donc, s'ils semblent intéressés par votre produit, pour éviter, c'est pareil, Joël nous en parlait encore hier, le mom test. Votre maman, elle a tout intérêt à vous dire « T'es génial, mon fils ». Et les inconnus ou même vos amis,
ils vont être polis, ils vont dire ah, ce que tu fais c'est cool. Par contre, si vous leur dites ok, voilà le TPE, si tu aimes, tu mets la CB. Là, ça ment pas. Les gens ils mentent pas avec leur argent. Donc encaissez de l'argent. Je pense que tout le monde vous dira c'est cool. Tout le monde vous dira oui, ah oui, je paierai. Ou alors à la limite, on vous dira ah non, mais ça a l'air intéressant. Si tu ajoutais ça, je paierai. Ça ne veut rien dire. Honnêtement, ça ne veut rien dire pour le coup. Maxime a raison. On n'est pas dans une logique américaine où les gens seront encore plus transparents que ça avec vous. Faites-leur payer en physique, en direct, sur une landing page. Mettez des paywalls, testez des éléments. Il n'y a que ça qui compte au final. Quitte à les refund si le produit n'est pas encore prêt. Mais fakez-le à 100%. Prenez les CB, puis après, vous faites de la refund. Mais testez dans le réel si les gens sont prêts à vous donner de l'argent. Et au demeurant, on parlait juste avant de que doit faire un entrepreneur, c'est-à-dire trouver un besoin caché sur le marché avant tout le monde. Et c'était ce que récompensait le marché. Un dirigeant d'entreprise, et c'est un peu différent d'entrepreneur, un dirigeant d'entreprise, sa responsabilité, c'est de garder sa société à flot financièrement, ne dépendre d'aucun tierce parti pour la survie de son entreprise. Et votre rôle en tant que dirigeant, si vous ne voulez pas mourir dans les 12 premiers mois avec votre startup, c'est d'encaisser des clients et de bâtir un cash flow. Et n'attendez pas, encore une fois, d'avoir un produit qui est prêt. Pareil, hier, je nous le disais, on a pas mal souri. Si vous n'avez pas honte de la première version de votre produit, c'est que vous l'avez lancé trop tard. C'est pas juste une belle phrase dans des livres sur l'entrepreneuriat. C'est vrai. Maxime l'a dit, refund quelqu'un parce qu'au final, on n'a pas réussi à délivrer la valeur, on n'a pas répondu au challenge technologique, c'est pas si grave. Vous démarrez, vous êtes là justement pour faire des erreurs. Et aussi, encaisser rapidement, c'est ce qui vous permettra de savoir quel est le véritable enjeu pour la réussite de votre startup. Il y a des enjeux qui seront parfois des enjeux au niveau de l'adoption. Est-ce que les gens qui l'utilisent reviennent dessus? Parfois, ce sera sur j'ai envie de dire, l'aspect un petit peu viral. Est-ce que lorsqu'on l'utilise, on en parle autour de soi et donc on amène d'autres personnes? Il y a d'autres enjeux qui seront sur un verrou technologique. Est-ce que ce que j'ai réussi à construire sur mon produit, la promesse que j'ai mise en avant, j'arrive à la délivrer? Et donc, c'est une fois que vous aurez des utilisateurs payants, que les gens seront suffisamment exigeants envers vous pour que vous puissiez vraiment savoir si vous répondez à ces questions-là. Donc, ouais, 100% d'accord avec Maxime sur ça, encaisser le plus rapidement possible. Et d'ailleurs, tant qu'on n'encaisse pas, on est une association ou une ONG. On n'est pas une entreprise tant qu'on ne fait pas d'argent. Ça reboucle sur un point que tu avais marqué en préparation de cette vidéo, c'est que sur les 12 premiers mois, en fait, la distribution est plus importante que le produit. Ouais. Nous, on l'a vu, peut-être tu veux développer un petit peu là-dessus, l'idée que tu avais? Carrément, la distribution, surtout au démarrage, est beaucoup plus importante que le produit. Maxime, il en a parlé juste avant. C'est rarement les entrepreneurs les plus intelligents qui réussissent le mieux. Souvent, c'est les meilleurs commerciaux ou les plus bourrins, ceux qui se posent le moins de questions, ceux qui vont réussir en fait à s'exposer à un maximum de personnes. Je donne parfois cet exemple, et j'en ai parlé dans une précédente vidéo. Aujourd'hui, vous prenez l'exemple, je crois que c'est Lady Gaga, qui a été la directrice artistique de Polaroid et qui a réussi à réaliser des ventes extrêmement importantes pour la marque, alors qu'elle n'y connaît absolument rien en caméra. Tout ça pourquoi? Parce que son rôle, ce n'était pas de venir parler de pixels, de qualité d'image, c'était de faire des produits de Polaroid, quelque chose de cool qui va parler à une audience. Et donc, elle a réussi sûrement avec un petit biais artistique, parce que voilà, c'est une chanteuse qui est quand même renommée, à communiquer les valeurs de la marque et à s'exposer à une audience qui a fait qu'il y a pas mal de gens qui ne connaissaient pas plus que ça la photo, qui sont venus payer beaucoup d'argent pour acheter des produits Polaroid, parce que la façon dont ils étaient communiqués, elle était vraiment incroyable. Et pourtant, Polaroid, ce n'est pas la meilleure marque du marché. Donc, au démarrage, essayez vraiment de vous dire que la distribution, c'est ce qui va compter le plus pour vous. Si justement vous avez un produit qui n'est pas parfait, tant que vous ne l'avez pas exposé et vendu à un grand nombre de personnes, vous ne le savez pas forcément. Ouais, pour reprendre d'ailleurs les deux exemples qu'on donnait avant, Romain de Pad et Théo de Crécré. Alors, Crécré aujourd'hui, c'est un produit qui fait 25K de MRR, qui va plutôt être un produit bootstrap, c'est pas une startup qui va jouer au jeu VC. Mais ce qui a fait que Théo, 14 mois ou 16 mois plus tard maintenant, peut encore jouer au jeu, c'est en fait que c'est avant tout un marketeur qui a réussi très très rapidement sur TikTok à faire des millions de vues en organique, ce qui faisait que dans son funnel, je crois que toutes les semaines il faisait 13 millions de vues, il y avait genre 20 000 downloads, quelques centaines de paiements, et qu'aujourd'hui il a un MRR qui lui permet de continuer à jouer au jeu. Il va avoir besoin d'autres choses pour passer aux 100K, 200K de MRR. Il a un problème de produit et de LTV client, mais ça se craque. Aujourd'hui il peut jouer au jeu parce qu'il sait qu'il a master la distribution, il a un système semi-automatisé qui fait des millions de vues en organique sur TikTok et qui lui permet de survivre.
Romain, à chaque fois qu'on a été énergisé, hypé, là où lui va, je pense, plus jouer un jeu VC-friendly, c'est qu'il sait faire des launchs sur Reddit, il sait faire des launchs sur Hacker News, il sait faire prendre des choses sur Twitter. Et c'est ce qui nous a fait les sélectionner chez The Quest. C'est que c'était un dev de 42 qui avait déjà prouvé d'énormes choses en marketing. Et donc, il nous l'a reprouvé là 2 fois. Il a su faire péter à l'international son 2e dev tool en 10 mois. Ouais. Et c'est ça qui donne de la force. Parce que les moments où il a eu des pics de down de morale, c'est qu'en fait, il se passait rien. Ses courbes n'étaient pas bonnes, etc. Et là, tout le monde est excité parce qu'en fait, tu la sens, cette viralité, cette vague qui te... Ouais, c'est vrai, en plus, c'est vrai qu'on l'oublie, mais Romain, il vient de la création de contenu à la base. Il connaît, enfin, tu as raison, il y a les réseaux sociaux que tu as cités, il y a aussi LinkedIn, TikTok. Il est vraiment bon pour créer de l'audience autour de son produit. Et donc, ça, je pense que c'est intéressant pour 2 raisons. 1, ça peut donner de l'espoir à certains créateurs de contenu qui se disent « Ok, j'ai pas forcément les skills pour monter une startup, mais déjà, si tu es capable de développer une audience et d'avoir quelque chose à distribuer, ça, c'est une bonne chose. » Et le 2e élément qui est intéressant, c'est que à partir du moment où tu es en capacité de dire pour 1 euro mis dans la machine ou pour 1 heure passée sur tel sujet, je sais que je vais réussir à avoir X utilisateurs, tu as déjà gagné. À partir du moment où tu sais quels sont les canaux que tu peux maîtriser et qui vont t'apporter des utilisateurs, honnêtement, c'est déjà mieux que beaucoup d'entrepreneurs. Avoir un produit qui est génial mais qu'on n'arrive pas à distribuer, on en revient à ce qu'on disait au début, au final, ça a peu d'intérêt. Je peux aller un cran plus loin en disant, construis une audience et si tu ne sais pas exactement ce que tu vas leur proposer, si tu sais que tu veux parler à cette cible-là, c'est déjà une bonne chose, c'est déjà une victoire en soi. D'ailleurs, souvent, si le produit, vous le pensez génial et que vous n'arrivez pas à le distribuer, c'est qu'il n'est probablement pas si génial que ça. Ouais. Parce qu'un produit génial se distribue par lui-même, il y a un K-factor, il y a une viralité, c'est un virus. Les gens se le passent en bouche à oreille. Et ça rejoint un point qui est un très bon dicton que tu as marqué, c'est la simplicité, ça paye. Et alors moi, c'est un de mes dictons préférés, parce que je pense que ça paye au sens propre et figuré. Quand tu fais des choses simples, les gens sont prêts à payer pour. Par exemple, McDo, ils font un burger banger, des frites banger, un soda banger. C'est simple. Ils m'ont pas dit, ouais, mon burger, il est violet, je te mets un peu d'algues dessus, etc. C'est des très bons burgers. Je sais que je vais en avoir pour moins de 20 balles. Et quand j'y vais, c'est simple en fait. Et la simplicité, ça paye au sens propre, comme ça, mais ça paye aussi au sens figuré. Nous, par exemple, quand on veut tester des propositions de valeur de produits, souvent ce qu'on fait, c'est carrousel TikTok. Et le marché ne ment pas. Si les gens déjà arrivent à comprendre ce que vous faites, ils seront à même de l'acheter. Faire une proposition de valeur hyper longue, alambiquée, vous allez embrouiller les gens, mais ils ne seront jamais prêts à payer pour ça. Et donc, pour master du produit, en fait, il faut master la distribution parce qu'il faut master l'empathie nécessaire pour comprendre le client. Ouais. Et souvent, les entrepreneurs, encore une fois, dans la tech, ils confondent la simplicité et la facilité. Quand on dit à des entrepreneurs, explique-nous ça de façon simple, et comme si tu parlais à un moldu, ils vont se dire, ah non, mais mon produit, il est trop technique, c'est trop compliqué, je ne peux pas le faire. Il ne faut vraiment pas confondre simplicité et facilité. Expliquer quelque chose simplement, ça prouve qu'on a intimement compris ce qu'on est en train de faire. Si on n'est pas capable de l'expliquer à sa mère ou à sa grand-mère, c'est qu'au fond, il y a quelques angles morts. On se cache derrière un blabla un petit peu technique, parce qu'on n'a pas tout compris de sa solution ou qu'on ne sait pas exactement ce qui va faire mouche vis-à-vis de la personne qu'on a en face de nous. Donc, je pense que c'est un skills en tant qu'entrepreneur de savoir expliquer ce qu'on fait simplement. Et si jamais vous n'arrivez pas à savoir exactement, ok, mais comment est-ce que je fais pour rendre mon produit un peu plus simple? Hier encore, on en parlait lors du workshop sur le product design. Essayez de réfléchir à la question suivante. Quelle est la primitive de mon produit? La primitive, ça va être quel est faut pas que je me trompe sur le mot, mais donc on va dire la feature, quelle est la fonctionnalité qui, si je la retire, fait que mon produit est mort, mon produit n'existe plus? Quelle est la chose pour laquelle vraiment on vient consommer mon produit? Et une fois que vous vous êtes posé cette question-là, et généralement il y a une seule réponse, balayez tout le reste. Vraiment, si vous démarrez, vous balayez tout le reste. Concentrez-vous sur cette primitive et dites-vous que c'est ce sur quoi vous devez mettre de l'effort. Si maintenant, vous distribuez là-dessus et vous vous rendez compte que ça ne prend pas, je ne fais pas de vues, je ne fais pas de téléchargement, les gens ne payent pas, il faut revenir travailler votre produit ou revenir travailler cette primitive. Mais en tout cas, au début, n'essayez pas de vous concentrer sur des propositions de valeur qui sont trop différentes. Concentrez-vous sur vraiment ce qui est le plus important pour votre produit, ce qui va avoir le plus de valeur ajoutée pour l'utilisateur et vraiment misez tout là-dessus. Peut-être 2 petits exemples, et on va reprendre ceux de Théo et Romain.
Crécré, au début, on savait pas trop comment le positionner. On disait, c'est une app de messagerie sur lesquelles on va te poser des questions profondes, etc. Aujourd'hui, la proposition de valeur de Crécré, c'est... Vous avez couple, amis, tout ça. Ouais, aussi. Mais on savait pas trop, c'était long, c'était alambiqué, etc. Et on faisait des phrases à rallonge. Aujourd'hui, c'est jeu pour couple. Et la proposition de valeur, elle est au moins, si tu es un couple, tu peux être hook par ça, tu peux être teasé par ça, tu peux te dire, moi je vais au moins les tester. Après, tu rentres dans le produit, tu testes et tu comprends la granularité du produit, les spécificités et la différenciation. D'ailleurs, les clients sont très intelligents, ils comprennent d'eux-mêmes ta différenciation par rapport au reste du marché. Romain, il y a encore 2 semaines avant de lancer Pad, il nous disait, ouais, alors c'est une sorte de whiteboard sur lequel tu peux dessiner, coder, ouvrir un terminal et ouvrir cursor. Je sais pas encore bien comment le présenter. C'est parfait pour notamment ceux qui font des zooms avec leur associé tech pour pouvoir partager son écran et collaborer. C'était ça le pitch. Aujourd'hui, si tu vas sur la landing page, 2 semaines après, l'itération l'a amené à c'est un environnement de dev dans le cloud pour les développeurs qui veulent collaborer. Déjà, on est dans une dynamique où on affine cette proposition de valeur. Et c'est ça, je pense, tu as raison. La quête d'un bon entrepreneur, c'est cette vérité de qu'est-ce que je fais, comment le présenter le plus simplement possible et de la façon la plus vraie possible. Vraie possible, voilà. Exactement. Se concentrer sur ce qui va avoir le plus de valeur pour la personne que vous avez en face de vous. On ne le dit pas assez, mais ceux qui survivent, c'est les startups dont les CEO acceptent d'être le meilleur vendeur et pendant longtemps dans la boîte. Déjà, ça t'oblige à rester très connecté au marché. Le marché, il évolue. Les gens, ils évoluent. Et donc, ton produit, il faut le faire évoluer en même temps que le marché pour garder ton momentum. C'est quelque chose qui n'est pas facile à comprendre, mais il faut en permanence rester connecté. Il y a des très, très grands entrepreneurs qui font encore du SAV une fois par semaine, 10 ans après avoir créé leur boîte. Donc, ils décrochent le téléphone et ils se font passer pour n'importe qui au SAV pour comprendre les mécontentements clients. Et des boîtes qui font des milliards. Donc, vous, à votre petite échelle, il est évident que vous devez encore le faire parce que vous n'êtes pas encore ces gens qui font des milliards. Mais c'est quelque chose dont parfois les entrepreneurs ils peuvent se trouver exempts de se dire non, je vais recruter un sales, j'ai pas envie de faire des choses désagréables. Entrepreneur, c'est un job de merde. Vous avez signé pour ça. Sinon, faites autre chose. Si vous l'avez fait pour la hype et les paillettes, faites autre chose. Entrepreneur, c'est un job de chien. Et donc, vous devez rester le sales numéro 1 de votre boîte au moins les 5 premières années. On va être exigeant. Au moins les 5 premières années. Au moins, ouais. Ah, c'est bien, t'allais plus loin. J'avais dit les 12 premiers mois, mais on va encore un cran plus loin. Non, mais on le dit en souriant, mais c'est vraiment hyper important. C'est hyper important au début et ce sera aussi hyper important quand vous allez commencer à recruter. C'est hyper important au début parce que, Maxime l'a dit, ça permet de rester connecté au marché et pendant les 12 premiers mois, vous êtes encore en train de ping-ponger sur OK, ce que je délivre et les feedbacks qu'on me fait. Donc, plus ces feedbacks sont faits rapidement, sont pertinents pour vous, plus vite vous allez être en capacité de mettre à jour votre produit. Donc vraiment, dans un premier temps, c'est même une nécessité. Et puis, on l'a déjà dit, on ne délègue pas ce qu'on ne maîtrise pas. On ne va jamais recruter un sales si nous, on n'est pas capable de vendre son produit ou alors on ne sait pas à qui on a envie de le vendre. Ce n'est pas le rôle du sales. Ça, vous le ferez quand vous serez un peu plus tranquille et que vous aurez un peu plus de monde dans votre boîte. Et ça servira aussi quand vous aurez du monde dans votre boîte parce que c'est comme ça qu'on montre l'exemple. Aujourd'hui, quelle que soit la taille de la boîte, si vous êtes tout en haut, vous devez être en capacité de parler, d'onboarder n'importe quel sales en fait. Il ne peut pas y avoir quelque chose dans votre boîte que vous ne maîtrisez pas, que ce soit un élément de discours, quelque chose qui fait partie de votre manifeste, quelque chose qui fait partie de vos valeurs. Vous devez être vraiment la meilleure personne pour communiquer tout ça. Et vous ne pouvez pas l'être si vous vous désengagez trop rapidement des tâches qui sont tout en bas, des mains dans le cambouis. OK, quel canal je vais utiliser pour aller chercher des clients? Quel est l'argument qui marche bien? Comment est-ce que je dois amener mon prix? Tout ça, ça se fait uniquement en restant dans le réel. D'ailleurs, tout est lié. Hein. Ça se reboucle avec le why. Si vous aimez profondément le persona client que vous délivrez avec votre produit, que vous développez avec votre startup, en fait, la vente, ce sera ludique, naturel, amusant, kiffant pour vous. Autant le process d'essayer de vendre que le closing des clients, la signature et la prise de l'argent. Donc, si vous n'aimez pas vendre, probablement faites autre chose de votre vie qu'entrepreneur, mais si vous ne prenez pas du plaisir à vendre à votre persona client, posez-vous des grosses questions. C'est peut-être qu'en fait, le problème, il est à la racine et que vous n'aimez pas tant que ça les clients que vous servez. Or, c'est très dur de se battre pour délivrer des clients à un niveau de qualité
qui est celui de l'excellence si vous n'aimez pas profondément. Nous, chez The Quest, on aime vraiment les jeunes entrepreneurs. Ah ouais, c'est clair. Romain de Pad, il aime vraiment les nerds et les devs. Théo, il est vraiment attaché au sujet du quality time pour les couples. C'est sa quête, quoi. Et donc, ça reboucle, au final. C'est clair. Et même, souvent, la question, ça devrait même être l'inverse. Parfois, je le sais qu'on se le dit, en fait, j'exagère à peine si je dis que on se fait des semaines où je te dis mais t'as trop d'entretiens là avec des entrepreneurs, c'est pas possible, tu peux pas passer tes journées à faire ça. Ouais. Au final, on est même à l'inverse de ce qu'on vous dit. Maxime, il aime tellement échanger avec des jeunes entrepreneurs pour découvrir de nouveaux profils, de nouvelles idées, leur donner des conseils, que parfois il se dit non, mais là je suis attendu sur autre chose, donc je dois un petit peu m'en écarter. Aujourd'hui, l'expérience de sales dans votre boîte, dans la boîte que vous créez, ça doit presque être ça. Vous devez tellement aimer parler avec votre cible qu'au bout d'un moment, on va devoir se dire « Ok, bon, j'ai compris, mon produit commence à grossir, il commence à être un peu plus solide, et donc maintenant, je peux le déléguer, je sais exactement ce qu'il faut poser comme question, ce qu'il faut entendre comme réponse, comment il faut les interpréter, et donc maintenant, je peux mettre quelqu'un d'autre à ma place là-dessus. » Donc vraiment, c'est hyper important ce que Maxime a dit, hein, ça reboucle vraiment avec le why. Vous devez vraiment adorer ça au départ, et vous devez vous en écarter que lorsque vraiment c'est nécessaire que vous soyez sur autre chose. Le bon produit est soit viral, soit sticky. Aujourd'hui, ce qui va faire que des utilisateurs viennent à toi, c'est viennent à toi ou reviennent, c'est ils en ont entendu parler quelque part ou tu as réussi à les attirer à toi directement. Un produit qui est viral, ça veut dire que naturellement, sans que tu aies à faire grand-chose, les gens vont en parler autour d'eux. Ils ont tellement aimé ce que tu leur as apporté qui vont en parler autour d'eux. En fonction du produit, ça peut être en soirée avec des amis, ça peut être à d'autres collègues. Si je prends l'exemple de Cray, ça peut être à d'autres devs, si on prend l'exemple de Pad, ou même avant ça, de Git Ingest. Romain, aujourd'hui, il n'a pas eu besoin d'en faire des tonnes pour que des devs se passent le mot en France, aux États-Unis, en Chine, en Inde, et que tout le monde vienne le solliciter, que ça remonte jusqu'à Google et qu'on se dise, punaise, c'est vraiment l'expérience dont on avait besoin en tant que dev. Donc un bon produit, c'est un produit viral. Ça veut dire que on va en parler autour de soi sans qu'il y ait grand chose à faire. Donc ça, c'est la première façon de faire. Il est soit viral, soit sticky. Un produit sticky, ça veut dire que je ne peux plus m'en passer. C'est un petit peu différent. C'est un petit peu la méthode Bernard Tapie. Si je reprends l'exemple, Bernard Tapie, il vendait des télés et c'était gratuit au début. Un jour, 2 jours, 1 semaine, 3 semaines, 1 mois. Et puis au bout d'un mois, il arrivait en disant « Ah bah, je reprends la télé. » Ah non, vous pouvez pas reprendre la télé, j'en ai besoin. Je regarde le journal avec tous les soirs. D'accord, donc si vous voulez garder la télé, c'est payant. Et donc ça, c'est génial. Ça veut dire qu'en fait, votre produit, il est tellement important pour la cible que vous avez qu'elle ne peut plus s'en passer. Vous êtes rendu indispensable. Il fait partie de votre quotidien. Et ça, c'est valable pour plein de produits. Je prends l'exemple des meilleurs produits comme aux produits les plus nocifs. Vous prenez l'iPhone, vous prenez malheureusement la cigarette. Les paquets de cigarettes, ils pourraient être à 30 balles, que les gens achèteraient quand même leur clope. Parce que quelqu'un qui fume, il en a besoin. Je prends l'exemple de l'iPhone, je me plains tous les jours de son prix, mais je vais quand même acheter le prochain iPhone parce que je suis amoureux du produit et qui fait partie de mon quotidien. Donc, essayez vraiment de vous dire ça lorsque vous créez votre produit. Comment est-ce que je le rends soit vraiment très sticky? Donc, comment est-ce que je fais en sorte qu'il s'intègre dans le quotidien de la personne que j'ai en face de moi et qu'elle ne puisse plus s'en passer? Souvent, ça va passer par le portefeuille. Qu'est-ce qui fait que je lui fais gagner de l'argent? Mais il n'y a pas que ça. Ça peut être aussi une question d'expérience. Mais comment je fais en sorte qu'elle ne puisse plus s'en passer? Ou alors, comment est-ce que je rends ce produit viral? Et sur ça, on parle plus de questions de distribution, il y a d'autres enjeux. Souvent, j'ai envie de dire que les produits qui ne sont pas forcément ultra sticky, mais qui sont un peu viraux, ce sont des produits qui sont pas de moins bonne qualité, mais qui répondent parfois à des enjeux un petit peu différents, des enjeux un peu moins importants, mais qui vont faire que, ok, c'est cool, ça m'a bien plu, j'ai bien kiffé, donc je vais en parler autour de moi. En fait, j'ajouterais que c'est à la fin que tu as un produit viral. Si tu as un produit viral, ta quête, c'est d'avoir des clients qui stickent dessus. Et à l'inverse, si tu as réussi à craquer un persona client qui stick naturellement pour un produit, c'est que tu dois accélérer en marketing pour le rendre viral. Et que tu dois probablement travailler ton discours, etc. Parce que si on prend les 2 exemples dont on parlait dans la vidéo, Cray et Pad, au demeurant, Cray, on est devenu viral et on a fait des volumes de reach en millions très rapidement. Maintenant, on a un problème justement de stickiness sur le produit. On a un problème de LTV client, c'est-à-dire qu'un client ne ramène pas assez d'argent sur toute la durée de sa vie. Les clients, ils restent abonnés 3-4 mois. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils restent abonnés au moins 12 mois. Et donc, après avoir craqué, on a compris comment le marketer ce produit. Maintenant, on doit l'améliorer pour que la proposition de valeur, elle soit tellement grande que les clients restent abonnés plus que 4 mois. Et à l'inverse, si tu prends Pad, alors oui, là, il a réussi à partir viral, mais au demeurant, c'est une viralité qui est toute raisonnée. On pourrait faire encore plus, en fait, si on appuyait dessus. C'est juste
Hacker News et Reddit font des pics viraux. Mais là, sa vraie quête à Romain, et il est plutôt dans cette quête-là, c'est d'arriver à super bien servir uniquement 100 clients hardcore fans qui ne vont plus vouloir quitter le produit, comme tu dis, dont on est sûr qu'on aura une excellente LTV client. Et après, on réfléchira à comment rendre viral une fois qu'on sera sûr que, OK, on a 100 hardcore fans, ça veut dire qu'on peut en trouver des millions. Et donc, on va travailler le marketing. C'est deux stratégies différentes. C'est deux stratégies différentes, c'est vrai. Mais démarrer par l'une ou l'autre reste une très bonne quête et rien que craquer l'un ou l'autre est une très bon objectif. Alors, dernier conseil, la contrainte engendre la créativité. Si vous êtes à Station F, forcément, ça doit beaucoup parler de levée de fonds, etc. Nous, nos entrepreneurs chez The Quest, on les empêche de parler de levée de fonds au moins les 6 premiers mois de leur aventure. On veut qu'on parle client, proposition de valeur, débloquer la viralité, débloquer la stickiness, débloquer la LTV client, mais on veut qu'ils aient un rapport très commerçant au marché. Et on ne veut pas qui croient qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est faire des slides et convaincre les investisseurs. Il y a différentes façons de convaincre les investisseurs. Au demeurant, ce n'est pas avec de l'argent que vous allez améliorer votre proposition de valeur, trouver votre product market fit. C'est très rare que ce soit le cas. Vous pouvez le faire sans argent et avec de la contrainte. Donc nous, on leur dit, OK, on vous donne 100K. 100K, vous allez les cramer extrêmement rapidement, mais surtout, on ne peut pas faire n'importe quoi avec 100K. Donc vous allez devoir décider de comment vous dépensez ce budget. En général, on leur dit, on t'interdit de le dépenser en ads tant que tu n'as pas trouvé une proposition de valeur qui attrait vraiment profondément un persona client. Et donc, c'est ça. Ne vous mettez pas en tête que des startups, c'est lever des fonds. Les startups lèvent des fonds, mais faire une startup, ça n'est pas lever des fonds. Donc, trouvez un problème à attaquer, trouver une solution qui répond à ce problème, trouver le persona associé à ce problème et à cette solution, et soyez malin sur la façon dont vous allez trouver ces clients. Airbnb, au démarrage, il n'y avait personne qui voulait leur donner de l'argent. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait les boîtes de céréales pendant l'élection américaine, Barack Obama et McCain, c'est ça? Ouais, John McCain. Ouais. McCain. Ils sont très connus pour avoir piraté Craigslist, qui est le bon coin américain, avoir créé une sorte d'API pirate où dès que quelqu'un faisait postait une demande sur Craigslist, il y avait un message automatiquement qui s'envoyait pour dire « Hey, tu peux peut-être trouver sur Airbnb ». Ça a duré un mois avant que Craigslist les détecte et les banne, mais c'est ce qui a lancé la croissance de Airbnb à moindre frais. Ils ne se sont pas dit « il faut que je lève des fonds pour dépenser en Instagram Ads ». Hyper d'accord. Ouais, la contrainte engendre la créativité. Hyper d'accord, et je reprendrai en parlant rapidement du sujet des ads. Je ne sais pas pourquoi c'est le canal d'acquisition dont tous les jeunes entrepreneurs nous parlent. Dès qu'ils viennent nous voir, ils nous disent « je vais acquérir mes clients en faisant de la publicité ». Quel que soit le format, Google, Facebook. Et je ne comprends pas pourquoi. La pub, c'est un peu le mégaphone de votre message. Donc, on utilise un mégaphone que quand on est sûr d'avoir un message qui marche. Sinon, vous allez juste crier dans le vide. Et donc, vraiment, honnêtement, j'ai l'impression d'en parler quasiment tous les jours. Donc, c'est hyper important. Ne vous dites pas que vous allez aller chercher vos clients grâce à de la publicité. Pas tout de suite, en tout cas, tant que vous ne savez pas exactement le message qui va fonctionner. Essayez des canaux d'acquisition plus organiques, plus directs, qui coûtent moins cher, voire qui sont gratuits et qui vous permettront d'aller parler plus directement à votre cible. On en a parlé, il y a des forums, il y a de la création de contenu sur TikTok. Vous avez, en fonction de votre produit, vous allez avoir du LinkedIn. Pour certains produits, typiquement, nous on travaille sur Livana, c'est une startup qui commercialise une solution pour améliorer le bien-être des patients malades d'Alzheimer qui sont isolés et à domicile. On est parti communiquer sur des groupes Facebook. Ça nous a pris 10 minutes, c'était absolument gratuit. On avait plus de 50 familles qui nous ont dit « mais j'ai besoin de ça, j'ai envie de tester, envoyez-moi un prototype tout de suite ». C'était complètement gratuit. Donc, essayez de réfléchir à ça. Et souvent, quand on n'a pas d'argent, on réfléchit. Quand on a un peu de dos au mur, on réfléchit un peu mieux. En tout cas, nous, c'est notre cas. Sous pression, je pense qu'on réfléchit un peu mieux. Donc, essayez de vous mettre un peu cette contrainte-là. Essayez d'être créatif. Ça va vous aider au démarrage. Et surtout, ça va vous faire travailler un petit peu ce sens de la créativité, sans être tout le temps à vous dire « bon, je ne sais pas exactement ce que je vais faire, je vais balancer de l'argent en ads et puis les clients vont venir comme ça ». Essayez vraiment de vous poser dessus, ça peut prendre un petit peu de temps, mais vous remercierez là-dessus. Yes, très complet. On terminera cette vidéo avec une citation de Margot de Alasta qui nous a été donnée hier via un workshop Product Design.
Elle nous disait, pour faire une bonne interview utilisateur, client potentiel, il faut arriver à le faire sans ego, sans jugement, et en fait comme un journaliste qui n'aurait pas du tout, par exemple, les idées du Front National, mais qui irait interviewer une famille qui vote Front National depuis des années. Le journaliste, il va sans ego, sans vouloir parler de sa propre opinion, il y va pour comprendre le point de vue de l'autre. Et en fait, c'est assez marrant, on disait tout à l'heure, le but de l'entrepreneur, c'est la quête de la vérité. C'est un peu la quête d'un journaliste. C'est mettre son ego de côté, arriver à voir le monde sans filtre, de façon la plus véritable et réelle possible. Et donc, c'est peut-être ça, l'entrepreneuriat. Et votre quête sur les 12 prochains mois pour ne pas faire mourir votre startup, la quête de la vérité.